Bonsoir tout le monde. 6 équipes à 1 victoire et 5 défaites ou pire, coucou les Jets. Ces équipes doivent maintenant se tourner vers l'avenir et prendre des décisions pour se reconstruire. Est-ce que Derrick Henry ou Alvin Kamara seront tradés avant la deadline? Comment entourer correctement Christian Judkins? Tua, Etienne et Waddle seront-ils les visages des Dolphins l'année prochaine? En fantasy aussi, maintenant, nous arrivons au premier moment charnière en dynastie et certains d'entre vous, au bilan équivalent, doivent se demander ce qu'il faut faire pour améliorer ses rosters. Vendre son meilleur asset pour des pics, garder un joueur par skill position, ou encore tout jeter et recommencer à zéro. On va en parler ce soir et on reviendra bien sûr sur les faits marquants en fantasy du week-end. C'est votre round-up de la week 6 sur Fantasy Ballers. Salut tout le monde, bienvenue dans votre round-up, votre rendez-vous habituel du lundi où on parle de ce qui s'est passé pendant le week-end. Et on a eu un vrai beau week-end de fantasy et de NFL. Et je ne dis pas ça parce que mes chatons noirs ont gagné, même si ça y contribue beaucoup. Pour m'accompagner ce soir, vous en avez l'habitude et on retrouve l'équipe titulaire du lundi. Tout d'abord, on a Aptine. Comment vas-tu, mon cher Aptine? Bonjour Franck, bonjour à tous. Ça va super. Week-end, t'as kiffé? Tu sais, un week-end, on est habitué en tant que winner de gagner. Donc, Ah, ça y est. Il y en a un autre qui est moins habitué de gagner, mais qui là est dans une hype complète. Combien de fois on a 3 vainqueurs sur ce podcast? Non, mais c'est incroyable. J'avoue que là, j'ai du mal à quitter mon sourire pendant toute la nuit après, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Mais ouais, une sacrée hype autour de tes Giants aussi ce week-end finalement, avec des joueurs dont on va parler pendant l'émission. Émission, site web, médias complets que vous pouvez retrouver sur tous les liens que vous connaissez désormais, j'imagine maintenant. Fantasy Ballers F sur X, Fantasy Ballers FR partout ailleurs, fantasyballers.fr pour savoir les résultats de toutes les ligues Fantasy Ballers et puis fantasyballers.substack.com pour avoir des articles détaillés sur des stratégies fantasy. Et on va parler de stratégie fantasy ce soir parce que la question philo de la semaine est un peu particulière. Je le disais pendant l'intro, on a des équipes qui ont des bilans catastrophiques. On peut, en dynastie, être dans une situation équivalente à 0,6 ou à 1,5. Et donc, je voulais un peu sonder nos deux experts ce soir pour parler un peu de ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans cette situation en dynastie. Est-ce qu'il faut tout péter et recommencer? Et donc, messieurs, Marc, on va commencer par toi. Si tu avais un grand conseil à donner dans une situation comme celle-ci, ce serait lequel? Un seul? Je voulais en donner 4. Non, mais commence par un et puis on fera un ping-pong avec Aptine. Ça marche. Ok, alors le premier, parce que comme ça on les fait dans l'ordre. Si vous êtes à 1,5 ou à 0,6, le premier réflexe, c'est de faire un vrai audit de votre équipe et de comprendre pourquoi vous êtes à ce stade-là. Il est possible que vous soyez 1,5, mais qu'en fait votre équipe elle soit pas mal. Il faut regarder combien de points vous avez marqué dans la ligue. Moi, j'ai un exemple, la ligue qu'on fait avec toi, France, votre number one French. Il y a des chances que je me retrouve 1,5 demain matin, alors que j'ai le 3e meilleur sur 14 nombre de points marqués. Et là, si c'était une dynastie, dans ce cas-là précis, je me dirais pas, il faut que je pète tout. Parce que j'ai une bonne équipe et que au contraire, il faut que j'essaie de voir ce que je peux faire pour essayer de revenir rapidement. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de faire un vrai audit, d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes nul, enfin pourquoi vous perdez des matchs. Et à partir de là, parce que en fait, je le dis parce que c'est à partir de là que va découler la stratégie derrière. Pour moi, c'est le premier conseil, c'est de vraiment faire un audit honnête, un peu comme en guillotine avant de faire tes bids, tu vois. Vraiment savoir, ok, de quoi j'ai besoin. Est-ce qu'il me manque
Est-ce que je suis en galère parce que j'avais un RB2 qui tient pas? Est-ce que j'ai des blessés? Est-ce que, tu vois, voilà. Vraiment essayer de comprendre pourquoi. Ou est-ce que l'équipe est nulle? Est-ce qu'elle est vieillissante? Est-ce qu'elle est jeune mais nulle? C'est possible aussi. Elle pourrait être jeune. Il y a des mecs qui sont 0-6 parce qu'ils ont des équipes super jeunes. Ça sert à rien de reconstruire. T'es déjà reconstruit. Tu vois, genre vraiment faire cet audit-là avant d'essayer de savoir ce que tu vas faire derrière. Attends, c'est un point ça? C'est juste le premier point. Avant même de commencer ta stratégie. C'est l'audit. Alors, j'en profite pour dire, dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez une ligue dans laquelle vous êtes dans une situation un peu catastrophique, n'hésitez pas à nous dire si oui, comment vous vivez le truc. Déjà, je dis bonjour au chat, du coup, j'en profite. Salut Snoky, salut Julien NFL, salut Nimodo, salut Ekamia, salut Izu, Gwenig, Alex, Lala Packers. Merci à vous tous d'être présents. Et si, encore une fois, vous avez une situation pareille, faites-nous vos retours, c'est intéressant, on pourrait peut-être même en débattre. Pourquoi on profite de faire cette question philo un peu intéressante maintenant? Non seulement c'est le bon timing, mais aussi parce que à un moment donné, vous allez voir, il n'y a pas d'énormes surprises en fantasy. Donc passons un petit peu plus de temps sur de la stratégie fantasy et notamment dynastie, puisqu'on n'en parle pas souvent. Aptine, à toi, est-ce que déjà en réaction à ce que vient de dire Marc, est-ce que c'est le réflexe numéro 1 à avoir? Et si oui, c'est quoi le next step? Bah déjà, franchement, si tu voulais débattre sur qu'est-ce que tu fais de ton équipe à 1,6, enfin à 0,5 ou 1,6, tout ce que tu veux, il faut plutôt appeler Lucho que nous, mais J'allais. Allez, magnifique. de manière un peu. Non, mais on va J'allais prendre le dire, cas mais de. Aptin, il a juste à m'écouter parce qu'en fait, il y connaît rien en rebuild. Ses équipes, elles sont jamais dans cette situation-là. Non, mais on va prendre le cas d'Ucho qui, justement, pas pour tailler, mais en fait, il est arrivé, on va dire, en fin de cycle parce que Marc mentionnait l'âge. Moi, je vais plus parler peut-être des opportunités que ton équipe peut offrir. Et ça demande beaucoup de travail pour le coup, vraiment, en finale, parce que une rebuild, ça va demander beaucoup de travail et d'aller justement un peu scanner les équipes qui marchent bien et aussi profiter des bye week, regarder les joueurs qui sont blessés ou pas. Par exemple, moi, j'avais fait pas mal de trades où c'était vraiment plutôt de l'autre côté, mais très court terme, parce qu'au final, moi, j'avais pas besoin de pic. J'avais juste besoin de. Ça fait, je pense que ça fait 4 ans que je suis en must win. J'ai toujours pas gagné d'ailleurs, hein, mais même si au final, j'arrive toujours assez loin, il y a un truc qui pêche souvent à la fin. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, aller chercher l'effort et pour vraiment s'assurer que eux jouent le titre cette année, pour lâcher par exemple un Hopkins ou un Davante Adams, je crois que c'était il y a 2 ans, pour prendre un pick 2 ou un pick 1 si c'est bien négocié. Donc moi, c'est plus l'opportunité qui me fait dire que, comme Marc l'a dit, je pense que tout n'est pas acheté, mais il y a vraiment peut-être certains rôles de joueurs qui ont une, voire 2 bonnes saisons à donner, où tu peux aller prendre un round 2 ou un round 3 maximum. Et moi, c'est plus l'opportunité que je regarderais. Après, ça demande beaucoup de travail, hein, parce que ça demande vraiment d'aller scanner toutes les différentes équipes, les différents trends, où sont les blessés, regarder un peu, type, par exemple, je sais pas moi, CeeDee Lamb, on a vu l'éclosion de Pickens qui est devenu un receveur 1 d'élite. Que faire avec un Pickens? Est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? Et qui joue la gagne cette année? Et potentiellement pas besoin de pick pour l'année prochaine. Donc c'est plus l'opportunité que ça peut amener. Alors, Pickens, c'était encore assez jeune, mais dans l'intro, je disais, Marc, que est-ce que c'est intéressant d'aller justement voir les gros et vendre peut-être son meilleur asset s'il est un peu vieux? Est-ce que tu ferais ce genre de choses, du coup, Marc, en réaction à ce que dit Aptine? Ouais, Aptin a donné en gros mes points 2 et 3, donc c'est cool, on est alignés. Mon deuxième point, c'était si tu décides que effectivement le rebuild est nécessaire, le dernier truc à faire, c'est d'aller dans le groupe chat, de mettre 7 joueurs en trade block et de dire balancez vos offres, filez-moi des jeunes, des pics. Parce que là, tu viens de dire à tout le monde que tu étais vendeur, tu n'as fait aucun effort, et les mecs, ils vont tous t'envoyer des offres de merde qui vont faire perdre du temps, et ça sert à rien. Donc faites ce que a dit Aptine, ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande plus d'effort que d'essayer de gagner, limite, de faire un bon rebuild. Ça prend 2 ans, c'est chiant, tu perds des matchs, mais faites l'effort d'aller trouver le mec qui va avoir besoin d'un QB2 semaine 13 pour aller en playoff. Lui, il va être prêt tout d'un coup à la trade deadline, il va dire vas-y, ok, je te file mon deuxième round pour ton Brissett, tu vois, qui toi te sert à rien, mais le deuxième round, il va te servir derrière. Et donc exactement tout ce qu'a dit Aptine pour le point 2, et puis pour le point 3, pour développer justement quel type de joueur, pour revenir à ce que tu dis, Franz, c'est pour moi des vétérans, notamment des vétérans running back, dont la carrière est en général plus courte. Des gens comme Christian McCaffrey, en ce moment il y en a plein, tu vois, Alvin Kamara, en admettant qu'ils vaut encore quelque chose. Tous ces joueurs-là qui ont encore une value pour 1 ou 2 ans max, contre
soit des joueurs blessés, ça c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai des Joe Burrow, des je sais pas moi, Omarion Hampton, même s'il est jeune, tu vois. Parfois, si tu es en win now et que tu as drafté Hampton, tu dis cool, machin. Bah, en fait, si tu es en win now, tu es un peu en galère. Donc voilà, des joueurs blessés. Et l'autre, c'est des mecs qui n'ont pas encore éclos, style Trey Henderson, style, je sais pas, j'en avais noté quelques-uns tout à l'heure. Je crois que je les ai sous les yeux. Jaden Blue. Ouais, loin limite Jaden Blue si tu crois, mais Ils non, sont mais trop loin, même Jaden Blue, justement, ou on peut bah, aller prendre des rookies potentiellement, pour le coup, Jaden Blue, il sert strictement à rien à un contender aujourd'hui. Ouais. Mais même quelqu'un qui pourrait servir, mais imagine quelqu'un, t'as Josh Jacobs, tu vois. J'essaie de voir des joueurs à valeur à peu près équivalente. Brian Qui est Thomas. un peu plus vête, du coup, là. Ouais, c'est ça. Si tu as Josh Jacobs et que tu peux avoir Brian Thomas ou Marvin Harrison même, c'est D'accord. des joueurs, aujourd'hui, ils sont moins forts. Le mec qui contend, il peut avoir Jacobs qui va être un RB1 top 6, 7 pour le reste de la saison, normalement. Et il peut te filer son Marvin Harrison qui, aujourd'hui, lui sert pas forcément à grand-chose. Mais on sait le talent, on sait qu'il est jeune et on sait que cette valeur-là de Marvin Harrison, elle va se maintenir dans le temps. Quitte à derrière, une fois que tu as fini ton rebuild, tu fais le contraire. C'est toi qui vas vendre le Harrison, qui aura encore 25, 26 ans, encore un peu de value, pour avoir le running back. En gros, il faut vraiment réfléchir. Le but, c'est de réallouer la valeur que tu as dans ton roster vers des joueurs plus jeunes, vers des joueurs qui jouent pas, vers des mecs qui sont pas bons aujourd'hui, mais qui peuvent l'être plus tard, tu vois. Aptine, je voyais que tu hochais de la tête et étais plutôt d'accord. Une réaction par rapport à ça? Tu veux rajouter quelque chose sur ce thème-là? T'es en mute, Aptine. Sorry. Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vraiment plus l'opportunité et targeter des joueurs qui ont de bonnes saisons à donner pour avoir des pics. Donc franchement, pas grand-chose à ajouter. Après, il y a des personnes où justement, c'est un exemple. Et je trouve que Rico Dowdle, par exemple, est-ce qu'il vaut un premier tour? Tu vois, là, ce que tu dis, là, tu penses qu'il faut... Enfin, moi, je peux te partir dans des personnes qui disent qu'ils vont faire une bonne fin de saison. Et pour quelqu'un qui est en train de jouer la win, est-ce qu'il ne faudrait pas lâcher un premier tour pour lui, par exemple? En plus, il est jeune, tu dis peut-être qu'il va rebondir ailleurs et tout. Donc, c'est un peu... tu as souvent un peu des avis qui divergent et tout. Des personnes qui sont high, d'autres qui sont low sur des joueurs. Et je pense que c'est pour ça que je dis que ça demande du travail, ça demande d'aller parler pour essayer d'avoir vraiment une vue un peu du marché, quoi. Mais est-ce que après l'audit, on tente quand même de garder un ancrage par position? Est-ce que je tente de garder un quarterback, un receveur, un running back, un tight end et je construis mon équipe autour de ces quatre-là, ou on s'en fout réellement? Si tes deux meilleurs joueurs, c'est deux running back, bah pars sur tes deux running back et puis le reste, on s'en fout, tu construiras de zéro. Ouais, moi je pense que ça dépend vraiment de l'âge de tes running back, enfin de tes joueurs, qui sont, de la situation. Est-ce que ces joueurs-là peuvent être bons? En gros, la vraie question, c'est est-ce que ces joueurs-là ont plus de valeur cette saison que dans le futur? Et je pense que s'ils ont plus de valeur cette saison, peu importe qui ils sont, tu peux essayer d'obtenir de la valeur. Mais quand je dis obtenir de la valeur, ça veut encore une fois pas dire quoi qu'il arrive, il me faut des pics, il me faut des pics, il me faut des pics. Parce que les pics, on ne sait pas ce que c'est. Même des pics 1, il y en a 1 sur 2 qui foirent. Alors que si vous avez, je sais rien moi, si vous avez, j'essaie de trouver un joueur, Jalen Waddle, parce que moi je me retrouve souvent dans l'autre sens, tu vois. Jalen Waddle, c'est un joueur que j'ai acheté dans plein de dynasties où j'ai essayé de rebuild, parce que justement sa hype a été descendue à mort après une saison et demie, pas ouf, même 2. Mais il avait encore, je crois qu'il a juste 25, peut-être 26 ans max, donc plusieurs années de carrière devant lui dont la valeur devrait rester. On savait que Tyreek Hill, il n'était pas éternel, et je me suis dit, tiens, là, je peux avoir... Donc, un exemple que je peux donner, l'année dernière, j'avais donné Jalen Coker et un deuxième round que j'avais obtenu dans des trades précédemment contre des joueurs qui moi, me servaient à rien. Tu vois, typiquement, dans le rebuild, il faut réfléchir aussi qu'est-ce qui va pouvoir servir à quelqu'un d'autre. Donc, dans ton banc, en général, en Dynasty, tu as plein de joueurs. Tu peux essayer d'aller chercher justement tous les backup running back dont on parle chaque semaine. On dit, allez chercher les Ty Spears, allez chercher les Kendry Miller, les mecs comme ça. Il y en a plein qui sortent. Kimani Vidal, il était dispo dans certaines dynasties, tu vois. Sure. Et ces gars-là, tu vas les chercher avant que le mec se blesse, et tout d'un coup, tu as un Kimani Vidal. On te dit, Omarion Hampton, en fait, ouais, c'est un peu plus grave que prévu, peut-être 2 mois out. Et là, aujourd'hui, mec, si tu rebuild et que tu as Vidal dans ton équipe, va exactement ce que disait Aptine, va chercher deux round 2 et un joueur.
Ou un round 1, si le mec veut carrément, tu vois, si le manager de Hampton se dit, bah, en fait, c'est lui le remplaçant de Hampton, c'est la pièce qui me manque pour faire un push vers les playoffs. Donc voilà. Alors que Vidal, à mon avis, au-delà de cette saison, enfin, tu vois, c'est un ancien round 6, il n'a pas un gros contrat, il n'y a pas de raison qu'au-delà de cette saison, il soit exceptionnel. Par contre, dans les 6 prochains matchs, il va être peut-être fou, tu vois. Donc c'est là que si c'est des joueurs comme ça, faut les faire tourner, faut transformer cette value-là et pas se dire ah bah cool, j'ai un bon joueur, il va me faire gagner 3 matchs, alors que tu t'en fous. Et pour un peu que le gars soit blindé en receveur et qu'il soit prêt à lâcher un bon receveur pour ton Vidal et des Mm. pics, du coup, au moins, tu peux partir. Je sais pas, j'avais toi un Lad McConkey, le gars, il est un peu stressé de voir les up and down. Il se dit, bon, bah tiens, je te file pick et Lad McConkey contre ton Vidal parce que j'ai besoin de gagner maintenant, parce que je suis très content de mon. Là, c'est encore mieux. Ouais, Ouais, mais non, mais voilà, non, mais ouais. c'est vrai que le gars, si admettons, Lad McConkey, il est sur le banc parce que de toute façon, comme c'est une dynastie, il a peut-être construit et qu'au final, il se retrouve, je sais pas moi, avec DK Metcalf, je dis n'importe quoi, T-Mac et un troisième receveur et qu'en fait, les trois, il est plus en sécurité qu'avec Dan McConkey. Et ben, il se dit, bah, ok, bah, je fais le sacrifice, mais au moins, je suis certain d'avoir un RB1 dans mes deux positions de RB pour la gagne. Ouais. Ouais, En tout cas, ça bon, demande du temps. Ça demande du temps, beaucoup de exactement. patience. Et nous, ce qui est bien, c'est dans la fantasy qu'on a, qui a quand même, je trouve, beaucoup de niveaux. Il y avait, si je dis pas de bêtises, c'est Clément qui avait fait qui a tout cassé pour construire. Et aujourd'hui, il est dans les prétendants parce que il a tanké 3 ans et touch de Ouais. possess et ça a plutôt bien marché, quoi. Donc, Mais lui, c'était ça demande- involontaire. Hein. c'est involontaire, mais à la fin, il a quand même empilé il a Ouais. empilé Il a des bons bien picks, etc. et drafté. tout. Il a bien drafté. Mais ça demande du temps. En fait, pendant 2 ans, il était, façon de parler, un peu nul. Dès que tu jouais contre lui, tu étais limite en bas et tu disais, ok, bon, ça Non, va mais bien se passer. effectivement, il faisait ce qu'on disait, il profitait des opportunités, il profitait du fait que son roster avait plein de trous pour justement aller chercher des joueurs que nous, on pouvait pas mettre sur notre banc. Mais en fait, dès qu'il y avait une blessure, on se disait ah putain, c'est qui l'a? Ah putain, c'est lui encore, il va encore me carotte un deuxième round. Donc ouais, c'est ça. Et si je peux encore juste le dernier point là-dessus, Ah vraiment non, mais par rapport vas-y. aux pics, parce qu'on pense toujours à des pics, ouais, si j'ai des pics, etc. C'est un peu comme en NFL, c'est au-delà du deuxième round. Déjà dans les deux premiers rounds, c'est chaud d'avoir un mec sûr, mais au-delà du troisième, c'est vraiment tendu. Et C'est boule de cristal, ouais. faut de la chatte, quoi. Faut tomber Mm. sur le bon gars. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aussi ce que j'avais fait dans l'autre ligue. Dès qu'il y avait un tight end ou un QB2 qui se mettait à bien jouer et que je pouvais essayer de trader, j'hésitais pas à le trader contre un troisième, quatrième round pendant la saison où justement les picks coûtent pas très cher par rapport aux joueurs pour un contender. Et après, tu attends avril-mai, juste avant la draft, où là, tout d'un coup, les picks, tout le monde en veut parce qu'ils sont hypés par les rookies. Ils se disent ah ouais, putain, j'avais noté lui comme sleeper, troisième round et tout. Et là, tu packages 2-3 picks comme ça pour essayer de monter à la draft et d'aller chercher un deuxième premier round et un deuxième truc comme ça. Et là, ça permet d'accélérer un petit peu le rebuild en général. J'en profite parce que là, on parle de dynastie pour faire une petite remarque sur. On parlait de trade là, justement. Et là, potentiellement, même en redraft, c'est des moments de regarder pour faire des trades. Et comme dit Marc, c'est là qu'on reconnaît les managers malins. Les meilleurs vont se distinguer parce que c'est maintenant qu'ils vont rajouter les petites pièces à leur échiquier pour gagner à la fin. Et je vous en supplie, quand vous proposez des trades, allez regarder l'équipe de celui à qui vous allez proposer quelque chose, parce que ça ne sert à rien d'arriver avec des choses dont il n'en a absolument rien à faire, ou s'il est complet, si le gars il a 5 running backs, arrêtez de revenir avec un running back parce que vous avez besoin d'un receveur. Ça ne marche pas, et du fait, c'est comme dans la vraie vie, si vous avez un vendeur qui ne connaît pas votre prénom et qui essaie de vous vendre quelque chose, eh ben, vous n'allez pas avoir envie parce que vous n'allez pas voir l'humanité. Si vous n'allez pas voir les équipes avant, mais qu'est-ce qui me fait croire que tu n'as pas fait la même chose avec les 10 autres équipes de la ligue et qu'en fait, tu n'en as rien à foutre du concept même du trade. Donc, allez voir ça. Mais on est d'accord, Aptine, que même en redraft, là maintenant, il est hyper important. Alors là, peut-être que c'est dans des positions plutôt milieu de tableau, ventre mou, d'aller chercher, de faire l'audit dont parlait Marc et trouver c'est quoi là où est ma faiblesse, qu'est-ce que je peux donner en échange. Est-ce que toi, tu as des petits tips comme ça pour essayer de passer de ce ventre mou à top 4, top 3
de la ligue en redraft dans cette période? Moi, c'est un peu tout au long de la saison, je pense qu'il faut être agressif, c'est-à-dire autre que le waiver, c'est un peu essayer de voir quel joueur. La réponse simple, c'est oh bah vas-y, Franz, c'est pour les Panthers, je vais lui vendre du Panther. Tu vois, donc c'est assez simple, mais si tu veux, c'est plus quel type de joueur il aime bien, suivre un peu les différentes blessures et comment sont impactés. Donc au final, c'est vraiment bien connaître ta ligue, connaître un peu les joueurs qui se blessent, comment les gens sont impactés, les trends qu'ils ont. Est-ce que c'est plutôt un mec qui est pas trop loin, donc il lui faut un receveur, donc il peut lâcher beaucoup pour avoir un très bon receveur, ou un QB. QB, c'est peut-être le poste qui se voit qui se voit le plus vite parce que le mec a perdu Joe Burrow. Fields, eh ben, ça sera un match sur deux. Et tu veux pas que je te passe un Daniel Jones qui va te rapporter 16 points tous les matchs. En fait, c'est vraiment regarder. En fait, c'est vraiment un marché, quoi. C'est tu regardes en fait les forces et les faiblesses des différentes équipes, mais tout le temps, parce que toutes les semaines, en fait, là, on a 8 blessés qui arrivent et qui sont starters dans nos équipes fantasy. Regardez ce qui se passe si toi, tu as un peu plus de depth, de profondeur de banc. Là, c'est le moment justement de faire des petites affaires pour toi t'assurer peut-être même, et on en a parlé, je crois, cette semaine dernière, la semaine d'avant, mais commencer à regarder un peu les différents agendas, quoi. Regarder les différents suites de matchs qui vont plutôt dans le sens d'un des joueurs dès maintenant. Mais c'est vraiment être tout le temps au taquet sur les offres. Oui, Marc? Non, J'ai rien, cru que... mais si tu veux, je peux donner 2 illustrations rapides en redraft. Avec Nico dans une de nos ligues, on pourrait avoir son avis la semaine prochaine puisqu'il me remplacera. On a fait 2 semaines de suite un trade running back contre receveur. Moi, j'avais pas mal de running back, d'autant plus que j'avais drafté des mecs qui ont hit après, comme Woody Marks. Et j'étais en galère de receveur, donc la première semaine, on a fait Woody Marks contre Jacoby Meyers, qui ont tous les deux été aussi nuls. Ça nous a servi à rien, ni à l'un ni à l'autre. Du coup, la semaine dernière, on a remis le couvert. Malheureusement, je ne me rappelle plus quel trade c'était, mais pareil, un peu plus impactant. Ah oui, si, je lui ai donné Kroski Merritt, qui était quand même sur mon banc, parce que j'avais vraiment beaucoup de running back, contre, je sais plus, mais un bon receveur pour le coup. Mais donc voilà, donc ça c'est le genre de truc, parce que j'avais identifié que lui, en fait on avait tous les deux des bonnes équipes, mais si tu regardais sur un site, par exemple Fantasy Calc, c'est pas mal, si tu mets tes ligues dans Fantasy Calc, et quand tu fais un trade, tu vois immédiatement l'évaluation de l'équipe à qui tu proposes le trade et de la tienne par poste. Donc par exemple avec Nico, tu vois, moi je suis numéro 1 en running, numéro 10 en receveur, et lui c'était le contraire. Je me disais, bah voilà, un mec parfait avec qui essayer de trouver des solutions. Et le deuxième exemple, c'était dans l'autre ligue avec toi, France. J'avais Jalen Hurts en QB que j'ai drafté. Pas vraiment besoin d'un deuxième QB. Quand Daniel Jones a bien joué au début de la saison, je l'ai eu pour $4 en waiver. Il me servait pas à grand chose, mais je me suis dit, tiens, on sait jamais en backup. Et puis de toute façon, moi j'aime bien justement, si j'ai une place, je le prends parce que c'est de la value, et même s'il me sert à rien, je sais que je vais pouvoir essayer d'en faire quelque chose. Derrière, le pauvre manager de Burrow perd Burrow et un autre gars, et il se retrouve avec Browning et Cam Ward, je crois. Et par contre, il avait plein de receveurs. Et moi, j'étais un peu en galère de receveurs. Donc je me suis dit, pareil, tiens, je vais regarder. Et bah tiens, en plus, il a Chris Olave qui, je trouvais, était un joueur un peu bailo parce que targeté à mort, mais qui faisait pas beaucoup de points. Et donc je lui ai proposé Daniel Jones pour Chris Olave. Et on est tous les deux très contents parce que lui, ça lui a amélioré son équipe. Moi, je trouve que ça a amélioré mon banc et ça va m'aider là pendant les bye week, les blessures et tout ça à gérer. Je suis sûr que je vais avoir besoin d'Olave plus que de Daniel Jones. Donc voilà, ce genre de truc où tu travailles un petit peu plutôt que de te dire, tiens, j'ai entendu, ils ont dit sur le podcast, sell high Daniel Jones, je le balance à toute la ligue contre des gars à peu près équivalents sans essayer de chercher à voir si Daniel Jones va leur servir à quelque chose ou pas, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, terminé, j'ai un exemple qui date de ce week-end. Je joue la gagne dans une ligue en redraft. J'avais James Conner. Évidemment, James Conner, j'ai réussi à vivre sans lui pendant un moment, mais je sens qu'il me manque avec les bails qui vont arriver et les difficultés de calendrier. Il va me manquer un running back solide quand même pour pouvoir faire ma rotation. J'avais Kendrick Bourne qui a plutôt très bien performé la semaine dernière. Quelqu'un qui avait besoin d'un receveur un peu milieu de tableau, dernier tiers. Et ben voilà, Kendrick Bourne contre David Montgomery, on propose, on voit ce que ça donne. C'est gagnant-gagnant dans les deux cas. Kendrick Bourne, il se trouve qu'il a fait un gros match hier. David Montgomery moins, mais je veux dire sur le long terme, je sens que
on s'est aidé un petit peu. Alors, je sais pas pour combien de temps pour chacun, parce qu'évidemment, on ne peut pas savoir. Mais au moins, là, il y a un côté, déjà, on n'essaye pas de... Il y en a pas un qui se fait baiser et l'autre qui gagne, tu vois. Le but, Voilà. c'est pas ça. Si vous approchez le trade en disant le but, c'est que je gagne le trade, et que l'autre le perde, du coup, en général, ça se passe pas bien. Non. Lucho qui nous dit je fais Pickens et Charbonnet contre Kyren Williams hier avant les matchs. Pas payant forcément, mais je pense qu'à long terme, ce sera équilibré. Ouais, ça c'est le même. C'est une autre idée, c'est de faire des 2 contre 1. Moi, j'aime beaucoup ça aussi parce que j'ai confiance dans ma capacité de trouver des mecs sur le waiver. Et donc, dès que je peux consolider 2 joueurs sur 1, je le fais toujours en football. Alors, il faudrait pas que je le dise trop fort, mais je le fais tout le temps. De toute façon, allez, Poutine, raconte-nous quel est ton moment marquant du week-end. Franchement, on a eu un très bon week-end déjà. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de matchs. On l'a J'ai pas beaucoup mal dit galéré. cette saison. Hein, Qu'il y a eu pas mal de matchs sympas. Ouais. Ouais, écoute. Souvent, le lundi soir, on dit on a eu un bon week-end. Donc, je trouve que c'est une bonne saison pour le moment. Écoute, c'était le cas. Après, je dirais peut-être au-dessus. Et franchement, je me suis dit, quand je l'ai écrit dans le chat, je me suis dit, je vais me faire défoncer. Et à chaque phrase, je vais me faire reprendre, mais c'est pas grave. Je vais parler de Dallas et des Panthers. Match franchement très plaisant à regarder. Je l'ai beaucoup suivi sur Red Zone et que j'ai re-regardé du coup de tout à l'heure. Match extrêmement équilibré où au final, même si les défenses étaient peut-être un petit peu en retrait, c'était pas non plus un shootout. Je trouve que ça défendait bien, ça attaquait bien, donc ça restait quand même assez bien, extrêmement équilibré du début à la fin. Où on a vu peut-être un début de quelque chose auprès des Panthers qui sont maintenant à 3-3 et j'en suis l'un des premiers contents. En termes de stats, je trouve qu'il s'est passé pas mal de choses côté fantasy. Peut-être commencer par les usual suspects avec les Cowboys. Prescott, 25 sur 34, 260 yards, 3 TD, ça fait 28 points. On avait également Pickens, où je vais passer un peu de temps sur Pickens parce qu'il était monstrueux. Mais là, pour le coup, vraiment monstrueux, qu'il avait Jesse Horn ou c'est Jesse Jackson, si je ne dis pas de bêtises. Mike Jackson. Mike Jackson, pardon. Et ça restait quand même de très très haut niveau. Donc, lui, il s'éclate pendant que CeeDee Lamb n'est pas là. On en parlait également de Ferguson qui fait encore un très bon match, 13 points, un TD que 30 yards. Peut-être le seul bémol de tout ça, c'est le jeu au sol avec Williams qui prend que 30 yards, mais qui prend quelques réceptions. Donc au final, le score final est de 6. Maintenant, la partie intéressante et quand même assez fun, c'est ce que les Panthers sont proposés, qui deviennent aussi maintenant un peu fantasy friendly, avec un Bryce qui devient streamable. Alors que moi, j'ai jamais été un très grand fan, mais là, il fait encore un bon match. Ça se voit qu'il est quand même assez. Et là, je pense que Franck, tu vas peut-être compléter, mais je trouve qu'il est quand même assez tenu de ce qu'il est censé faire. Toujours un game plan très, on va dire très structuré, vraiment de faire des choses qu'on sait à l'entraînement, qu'il sait bien faire, etc. Donc là, c'est 17 sur 25, que 25 lancés, mais ça reste 200 yards, 3 TD, une interception qui n'est pas de sa faute, important. Et aussi la bonne connexion qu'il a avec Macmillan. Je me refuse de dire T-Mac parce que je suis un basketteur avant tout, et pour moi, T-Mac, c'est Tracy McGrady. Je sais. Ça reste 2 TD, mais pas beaucoup de yards, donc attention au gros score que vous allez voir de 17 points de Macmillan, ça reste 2 TD sur 3 réceptions. Ce qui était l'inverse avant. Ce sont ses premiers touchdowns. Avant, c'était des yards, mais pas de touchdowns. Là, c'était l'inverse. Ce qui est bien, c'est que sur le score à la fin de l'année, tu dis, il a fait 1 milliard et 10 TD, c'était vachement équilibré. Donc après, ce qui est bien, c'est que du moment qu'il ramène ses points, on s'en fout si c'est 3 TD et 3 réceptions que 150 yards. Donc, très bon match, bonne connexion. Et peut-être le plus important, c'est ce que Rico Dodell est en train de faire aux Panthers. Donc je sais pas, et ça se prend, Franck, j'avais plus une question pour toi. Comment va se passer le retour du running back 1 ? Parce que là, pour moi, la tête chart, c'est Rico Dodell numéro 1. Et ça va rester comme ça tant qu'il performe. Donc ça m'a fait un peu penser à Jay Ajayi avec ses 2 matchs à 200 yards quand je regardais les stats à la fin. Donc 183 yards sur ce match à la course, plus 56 yards à la réception. Un match extraordinaire. Et ce qu'il est bien, c'est qu'il avait prévenu. Il avait annoncé la couleur à Dallas, qui est son équipe. Je disais, je vais vous rouler dessus. Donc je dis, un peu de hype, c'est marrant, etc. Il a backé. Après, ça reste la défense de Dallas, mais je trouve qu'il est incroyable et que l'équipe des Panthers offre vraiment du très beau jeu. Et je suis assez hypé pour les prochaines semaines. Je crois qu'on vous jouez les Jets. Vous avez sûrement, parce que vu que les Jets, c'est pas une équipe NFL, vous allez sûrement être, j'espère, on touche du poids, à 4-3 et j'en suis très content.
C'est rare qu'on parle des chatons. Alors, si tu me permets, Marc, du coup, je vais Ouais. répondre à la question de l'orchidée effervescente dans le chat qui dit au vu des perfs de Dowdle, il va se passer quoi au retour de Hubbard selon vous? Donc, c'est une excellente question. Selon moi, il faut pas précipiter le retour de Hubbard, du coup, étant donné que la ligne offensive et Rico Dowdle ont de vraies performances. Je pense que les Jets ne méritent pas un retour de Hubbard tout de suite. Ben après, on va voir ce qui va se passer, bien entendu. Et quand il sera de retour, j'espère voir un vrai comité. Et ne partez pas en live, mais un peu à la Lions, justement, parce qu'il y a un côté où on a des tight ends qui bloquent très bien, une ligne offensive efficace, un QB manager, et donc du coup, il y a 2 running backs qui sont capables, à 2 sur le terrain, de pouvoir proposer des choses un peu différentes. L'explosivité de Dowdle, au vu des trous générés par la ligne offensive, bah, c'est parfait parce que le gars, une fois qu'il a pris sa décision, il fonce dedans. Donc il est très fort, il a fait 237 yards scrimmage, c'est un record depuis Christian McCaffrey, il a battu le record de Christian McCaffrey, donc ou je crois qu'il l'a égalé, mais enfin bref, c'est monstrueux. Il faut pas, c'est certain que ça va baisser un petit peu, mais je pense il a gagné une grosse place et de gros carries, et si il arrive à utiliser les brèches et à performer en fantasy, il sera relevant. Et il y a un monde où Hubbard peut être un flex et Dowdle un RB2, ça peut arriver, mais contre des match-ups assez faisables. Et je rappelle que les Panthers n'ont pas un calendrier compliqué jusqu'à la fin de la saison. Donc ça va le faire. Si tu veux en savoir plus, parce que là on parle de fantasy, si tu veux en savoir plus, Effervescent Orchid, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Poundcast, Poundcast, de Panthers FR pour écouter les podcasts D'ici sur les Panthers. 2 semaines, il nous met le QR code. Mais Et ouais, tu auras donc bien content raison de notre le vie. mettre. Bah grave. Moi, je voulais, si je peux, juste rajouter sur Bien sûr. Dowdle pour terminer sur ce point. Évidemment exceptionnel ce qu'il a fait. Attention juste que en face, c'était Miami et Dallas qui sont les 2 pires défenses. Oui. Miami, il n'y a pas que Dowdle qui leur a roulé dessus. Il y a au moins 4 ou 5 running backs qui leur ont roulé dessus en 6 semaines. Dallas, pareil. Donc, juste faire gaffe à ça. Et Franz l'a parfaitement dit. Le retour de Hubbard quand il sera en forme, en espérant qu'il soit à 100% quand il revient. Je me rappelle plus quelle blessure il a. Et il a le mollet. Mollet, Et c'est ouais. day to Donc ça, day c'est en un peu plus. chiant. Ouais. Mais ouais, à mon avis, ce qui est sûr, c'est que ça va être au minimum 50-50 plutôt que le 60, enfin le 2 tiers, 1 tiers qu'il y avait au début de saison. Mais du coup, si c'est 50-50, ça sera un petit peu plus match-up dépendant. Évidemment, contre des équipes comme Dallas, Miami, s'il y en a d'autres, les Jets, etc., ça peut marcher. Et puis, il y aura d'autres équipes où ça sera plus du lockdown et tout ça, où il ne faudra pas s'attendre à des miracles comme ça. En tout cas, Dowdle, il a été excellent les 2 matchs, ça c'est sûr. Et ça me rappelle un petit peu Charbonnet l'année dernière quand il y avait ce 50-50 entre les deux, Ah oui. Charbonnet et Walker. Et quand Walker se blesse, ils font pas venir un autre gars pour jouer 50-50. Ils donnent tous les ballons à Charbonnet. Donc quand Charbonnet jouait sans Walker, le mec il était RB1. Puis après, quand Walker est titulaire, il n'est pas RB1 parce qu'il y a Charbonnet qui le fait chier. Tu vois. Donc là, ça va être un peu la même histoire à mon avis. Et ça marche aussi parce que le play calling il a un peu changé et que Canales a vraiment revu son play calling et il a assumé le fait de vouloir faire de la course, et comme la Ouais, ligne offensive a été tellement performante, bah voilà, hein. exact. Et tu vois, pour aller de ce que disait Aptine, le fait que Bryce Young aille mieux, c'est parce que du coup la course est établie. Enfin, c'est encore une fois Ouais. à l'ancienne. C'était un peu un match à l'ancienne, hein, et l'air de rien. C'est un peu un style des débuts des années 2000. Mais tant mieux. Bon voilà, c'est cool. Marc, toi, tu voulais mentionner une autre affiche. Ouais, vite fait, le Thursday Night Football. Je pense que c'était un bon Thursday Night Football, pas que pour les fans des Giants, mais pour tout le monde, parce que tout le monde en a un petit peu. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, je généralise, mais j'ai l'impression que une majorité de la communauté en a un petit peu marre de ces Eagles et de leur offense chelou. Ce qui est bizarre avec les Eagles, on en a parlé la semaine dernière avec Aptin, c'est que depuis qu'ils se sont mis à faire des passes, parce que finalement, le A.J. Brown, il est targeté à mort, hein, à part week 1. Depuis qu'ils font des passes, ils se mettent à perdre des matchs. Et l'histoire des 4 touches-push d'affilée, tout le monde a dit attends, il y en a marre, ils se foutent de notre gueule. Et inversement, la communauté est très bienveillante envers ces 2 nouveaux joueurs des Giants qui
Aptin les a appelés une distraction la semaine dernière, et c'est clairement un peu du n'importe quoi, mais ça donne un élan de fraîcheur à cette équipe de New York qui en avait bien besoin. Je parle évidemment de Jackson Dart et de Cam Skattebo. Donc ma crainte, c'est qu'ils ont un style de jeu complètement insouciant, pour le dire gentiment, et je suis pas sûr qu'ils terminent la saison, mais en tout cas ça donne vraiment un élan de fraîcheur à cette équipe, et pourquoi pas, enfin c'est quand même quelque chose de battre les Eagles à domicile de manière assez forte sur prime time. Donc ça c'est cool, ça va vraiment donner un petit élan, et on sait que le calendrier est difficile, mais au moins on a ces matchs références qui vont faire que la saison va pas complètement disparaître petit à petit avec 800 défaites, quoi. Donc cette affiche-là était importante pour le football, et puis un petit peu pour la fantasy aussi, parce qu'on va voir Saquon Barkley fait pas la même saison que l'année dernière pour le moment, et donc il a pas ces runs explosifs qu'il avait l'an dernier. On a vu au niveau de la réception, AJ Brown, Smith, ils sont targetés, mais ils n'ont pas les performances qui vont avec. Même Jalen Hurts, il fait le minimum. Il marque en général son petit touchdown sur un touche-push, mais c'est pas, pour le moment, il n'y a pas eu la grosse perf. Donc, on attend un petit peu de voir comment cette équipe des Eagles va rebondir après 2 défaites consécutives. Aptin, Cam Skattebo, c'est un joueur que tu appréhendes comment en fantasy? Ah bah moi, je l'ai. D'ailleurs, j'étais assez étonné de le voir dans mes équipes. Même par exemple en guillotine, je le ride au max. C'est-à-dire qu'il me fait gagner pas mal de matchs. Et non, après, franchement, je trouve que vraiment, c'est ce qui manquait peut-être à ces Giants. Vraiment, tu vois, un peu un duo. C'est pas une histoire de Dumb and Dumber, mais par exemple, je trouve que vraiment, Un peu non, comme- mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Et surtout qu'ils sont bons. Les deux sont forts. Ouais. Donc Dart est sûrement aujourd'hui le meilleur choix QB qu'il y avait lors de cette draft. Moi, je suis quand même le dernier match contre les Saints m'a un peu vénère parce que justement j'attendais qu'ils gagnent, enfin qui profitent du match juste avant qu'ils avaient gagné pour commencer à avoir une certaine tendance. Donc là, je les vois tabasser les Eagles. Ben, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'ils gagnent contre les Saints, mais tu vois, il y a encore un peu des. Ouais, il y aura des hauts et des bas. Ouais, Marc a parlé d'insouciance. Tu vois, à un moment, si chacun va de son faible, c'est un peu trop compliqué. Mais pour répondre à ta question, je suis assez content de ce qui se passe. J'arrive pas à me dire que Dart peut être bon d'un point de vue fantasy. Je préfère quand même, par exemple, ce que d'autres équipes vont proposer en termes de quarterback que lui, parce qu'il a juste personne autour. Donc, Skattebo, c'est un peu différent parce que lui, il va beaucoup faire de lui-même. En plus, il est plutôt bon à la passe. Ça m'avait étonné. Pour moi, c'était vraiment un running back un peu à l'ancienne, etc. Maintenant, il est aussi très bon pass catcher. Et surtout qu'il n'y a pas grand monde avec lui. Donc, il prend beaucoup de snaps, il fait beaucoup de choses. Donc, si tu veux, moi, Skattebo, pour moi, c'est un vrai RB1 tant qu'il n'y a pas de changement. Tant qu'il a envie, quoi. Mais Dart, voilà. Mais Dart, c'est un autre sujet. Ouais, mais Dart, en fait, il est bon en termes de score fantasy parce qu'il court à mort. Il a plus de yards à la course que Justin Fields, que Josh Allen, que tous ces mecs-là. Et pour le moment, c'est ça qui fait ses scores. Mais on sait que ça suffit pas, quoi. Et du coup, ça va faire des bons scores fantasy, mais c'est à risque, quoi. D'ailleurs, on parlait de Saquon. Saquon est RB12 cette saison. Et ce qui est très drôle, c'est que le 11, c'est Dowdle. Donc, Dowdle, en 2 matchs, il était arrivé top 11. Juste une dernière question sur les Giants, Marc. Wan'Dale Robinson ou Wandale Robinson. 19 targets sur les 3 derniers matchs. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte ou non? Là, il se trouve qu'il a eu en plus le touchdown. Donc, il a un bon score. Mais... ouais, Wan'Dale Robinson, pour reprendre notre expression favorite du début d'année, c'est pas le mec le plus beau dans le bar, mais c'est le seul mec dans le bar, parce que le WR2, il s'appelle Lil Jordan Humphrey. Il n'y a pas de WR3. Il y a Theo Johnson, dont on avait parlé la semaine dernière, une bonne connexion avec Theo Johnson aussi, le tight end, mais Wan'Dale Robinson, il va prendre ses targets, il court tous les snaps, il est là, il court une route, et donc il aura forcément un petit peu de volume. Comme a dit Aptin, le jeu à la passe des Giants actuellement, c'est pas leur point fort. Donc il y aura des hauts et des bas. Et il y aura des bonnes perfs, des mauvaises perfs. Ça sera un peu boom bust à mon avis. Mais clairement, un mec que tu peux mettre quand t'es, surtout là les prochaines semaines, on va regarder un petit peu les calendriers, les blessures, les trucs comme ça. Si vous avez Wan'Dale Robinson, à mon avis, vous êtes pas loin de le starter, surtout dans nos ligues où il y a 3 receveurs et 2 flex, quoi.
Mais entre Robinson et Slayton, c'est Robinson le numéro 1? En termes de target, ouais. Ok. C'est pas tout à fait le même rôle, mais en termes de target, ouais. Et puis en plus, Slayton, il est blessé, et vu que c'est les Oui, ischios, à mon avis, il y aura 2-3 semaines. quand il reviendra. Ouais, ouais. Si, je pense que Robinson est le joueur qui a le plus de target. Ouais. Garde la main, Aptine. On passe au top et flop. Les tops cette semaine pour ceux qui nous écoutent. Pareil, si vous nous écoutez au podcast en replay, n'hésitez pas à vous manifester. Patrick Mahomes, Drake May, les 2 quarterbacks sélectionnés dans les tops. En running back, Cam Skatebou, on vient d'en parler, Josh Jacobs et Devon Etienne. George Pickens, JSN et Jamar Chase en receveur. Dallas Goedert et Trey McBride en tight end. Marc, s'il y en a un que tu veux absolument mentionner, il est du côté de Seattle, il me semble. Exactement. Je trouve que Jackson Smith-Njigba, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison dans ce podcast. Et il le mérite. Ça fait 2 semaines de suite qu'il est dans les tops. Et cette semaine, encore une fois, plus de 50% de target share. C'était déjà arrivé week 1. Je crois que depuis 2011, j'ai lu une stat qu'il y a seulement 3 joueurs qui ont eu 2 matchs à plus de 50% de target share dans une saison. Donc lui, il est déjà à ces 2 matchs-là au bout de 6. C'est clairement le joueur favori de Sam Darnold. Et pour le moment, il joue ultra bien. Aptine pourra peut-être compléter, parce que justement, il a peut-être regardé encore plus côté vidéo. Moi, je peux vous parler de ses stats, mais d'ailleurs, est-ce que tu as le classement des receveurs sous les yeux depuis le début de la saison? Parce qu'à mon avis, il ne doit pas être loin d'être numéro 1. Alors, je l'avais. Numéro 3. Alors, des classements, le receveur, c'est donc Pukanekwa et Il est numéro après 2. JSN. Ouais, juste derrière. Donc voilà, ouais. Et donc, tu as JSN deuxième actuellement, Pukanakwa qui s'est blessé, donc potentiellement un nouveau leader la semaine prochaine. Exactement. Aptine, toi, tu voulais citer. Alors, évidemment, pour ceux qui ont la vidéo, à droite, les waiver All-Star, il y en a des tops là-dedans. Et toi, tu en as un, c'est Vidal. Yes, Kimani Vidal, parce que déjà, je suis content d'avoir dit que c'était pour moi le lead running back qui allait prendre. Alors que normalement, enfin moi j'avais lu quand même plus de choses qui parlent d'Haskins. Vidal, on voulait un peu voir exploser parce que c'était un deuxième année dans une bonne équipe. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment arrivés à un certain équilibre dans cette équipe où, un peu comme les Panthers, ils doivent avoir que le running game marche bien pour que le QB marche bien. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont un coach quand même qui connaît bien le jeu, qui est quand même assez porté sur peut-être le jeu un peu plus à l'ancienne et qui a besoin d'un bon running back. C'est exactement ce qu'on a eu dans un match difficile, même si c'était contre Miami et que comment ça peut devenir difficile. Ils ont quand même réussi les Chargers. Mais en tout cas, c'était un match où ils ont quand même pas mal couru après le score. En tout cas, bon, pas trop loin. C'était pas non plus de TD d'écart tout le temps. Mais c'était quand même un match qui n'était pas vraiment pour un running back. Et je trouve quand même que scorer plus de 20 points après le premier match où ton RB1 tombe, ça peut montrer une certaine bonne tendance. En plus, on parle de plusieurs semaines maintenant. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose? Est-ce que c'est pas peut-être? On parle de league winner. Là, on est typiquement dedans. Moi, je serais. Je crois que j'avais peut-être mis à peu près 15% de mon fab la semaine dernière. Je l'ai pas beaucoup eu parce qu'il y a peut-être des personnes qui étaient bien plus en galère et tout, mais ça montre que. Après, on peut se tromper, hein, mais pour l'instant, les premiers signes de ce premier match sont que Vidal sera le running back numéro 1. Il a fait un super match et je m'attends à ce que ça continue. Eh ben, enchaîne avec ton flop. Toute l'offense des Jets. Vraiment. Franchement, qu'ils aillent vraiment se faire enculer parce que Aptine, c'est un family show. dimanche après-midi, et franchement, en fait, moi j'étais un peu outré de regarder ce match et de me dire putain, mais il y a vraiment des gars qui ont payé et ils vont se dire Ouais, c'est ça la payé cher NFL. en plus. La Vraiment, tu NFL dis, a augmenté les prix de 50% cette année pour voir ce spectacle. mais vraiment, c'est des personnes qui me disent c'est ça la NFL, mais ils vont m'insulter jusqu'à je sais pas quel ancêtre pour me dire vraiment c'est ça ta NFL, tu vois. Donc en gros, pour un match qui passe à 15h30, beaucoup de hype, etc. et tout, putain, mais arrêtez d'envoyer des affiches de merde et arrêtez d'envoyer les Jets à Londres. À un moment, ça fait 5 ans, c'est pareil, etc. Et franchement, c'était horrible à voir. Là, je sais même pas c'est quoi le système de points qui monte Justin Fields à 5 points, mais il a été horrible. La ligne offensive a été horrible. Garrett Wilson était horrible. Et le coach est le pire coach aujourd'hui de la NFL et de loin.
quand vous regardez la fin la fin de la première mi-temps où il veut même pas prendre un field goal, tu as juste 2 passes à faire pour prendre 5 putains de yards, tu le fais pas. Pourquoi tu laisses l'horloge continuer pour s'arrêter? Il n'y a aucun sens. Il fait pas une bonne pub pour les coachs défensifs, c'est évident. Les coachs défensifs n'ont pas la cote aujourd'hui en head coach Ah et non, oui, alors malheureusement, il est pas. pour qu'il y ait un field goal bloqué, pour que tu cours et que tu fasses ton guignol pendant 10 minutes et que ça fasse le tour du monde, ça, il n'y a aucun problème. Mais pour qu'il y ait juste que tu prennes 10 yards, il n'y a plus personne. C'était catastrophique. En fait, ce qui m'énerve, c'est que pour moi, c'est vraiment en coach en premier. Là, j'ai vu tellement de choses différentes sur Twitter parce que le truc a explosé, mais en négatif, après le match, quand vous étiez connectés. Vu qu'en plus, il y avait une demi-heure, 3/4 d'heure de battement entre la fin du match et le debate is over. Mais les gens, ils étaient en train de péter un câble, mais tout le monde insultait les Jets, mais à des degrés différents. Jets France qui disait, mais c'est Justin Fields le problème. Je crois que c'était les mecs de Bein qui disaient, non, mais franchement, c'est pas possible, c'est inoffensif. À tous les niveaux, et pour moi, c'est le coach en premier. Quand tu n'arrives même pas à mettre, on va dire, en jambe ni ton receveur numéro 1 avec des petites passes, c'est des screens, des trucs juste pour commencer à prendre 2-3 réceptions, tu marches au mental, c'est que de la confiance, un receveur. Quand à un moment, il La arrive, gestion des running backs, t'as raison. bien sûr, et quand tu arrives à la fin, à la mi-temps, où tu le vois, il est en train de Wilson s'embrouiller avec le head coach pour dire que, mon gars, j'ai pas eu une seule target sur le début du match, on a marqué 6 points, vénère. à un moment, faut arrêter. Et quand il arrive et on lui met une balle d'un peu derrière lui et tout, le mec, il n'arrivait même pas à catcher des ballons catch-up pour lui parce qu'il était juste pas en jambes. Justin Fields a été mauvais, mais c'est toute l'équipe, mais vraiment un truc, ils sont pris la main, ils venez, on est nuls, mais tous en même temps, les mecs, et c'est parti. Ah oui, non, Denver a c'était été terrible. nul à chier, mais assez pour battre cette équipe des Jets, mais en gros, qui veut juste pas gagner de match. Je sais même pas, là je pense qu'on va partir sur une saison Détroit Lions. Oui, franchement, tu perds contre eux, c'est une honte. Donc bref, c'était vraiment un ras-le-bol un peu. Non, mais tu peux. Il y a des gens qui ont Garrett Wilson, Justin Fields, Brice Hall, donc tu peux. Tous ces gars-là, et là, tu arrives à un truc où tu dis, même un Justin Fields, on sait que c'est pas un bon quarterback. On sait, à un moment, s'il a fait plusieurs équipes, mais tant qu'il est, on va dire, un peu bien entouré, il peut te faire des super matchs. Et là, c'est même pas de la fantasy, c'est même au-delà de la fantasy. En fantasy, il peut marquer 20 points s'il veut, mais appelle des bons plays. Il n'y avait aucun play qu'en gros, c'était tellement tout et c'était Après, il y avait. field goal. Moi, le 4e carton a été choquant d'erreurs de lecture, de passes pas précises. Il ne voyait pas les joueurs ouverts. Par contre, il paniquait avec le ballon. C'était Caleb Williams l'année dernière. C'était terrible. Moi, je serais peut-être un peu moins virulent. C'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est une succession de choses qui fait que Justin Fields a tellement été mis dans des mauvaises conditions où, bien sûr que c'est pas un mec qui va gérer, mais à un moment, quand il n'y a personne qui arrive à se. Parce qu'au final, il faut aussi mettre du crédit à la secondary de Denver, qui est sûrement l'une des meilleures. Tu n'as pas de certainty dessus. Il a littéralement bouffé Garrett Wilson. Et à un moment, quand le mec, tu le vois, en fait, il cherche. C'est pas une erreur de lecture, c'est qu'ils se sont fait éteindre. Non, mais le quatrième carton, il y a vraiment des il a receveurs pris des ouverts. sacs et. Il y a des receveurs ouverts. Et regarde le warm-up, tu me verras, je suis comme ça parce que j'ai l'image en même temps. Et je vois qu'il est ouvert et je fais putain, il l'a pas vu. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que le mec, en fait, pendant 3/4 temps, il a vu les fantômes, à croire que c'est qu'à New York qu'on voit des fantômes. Et je pense que le play calling n'aide pas parce qu'en plus, t'es pas mené de 20 points, donc tu n'as pas besoin d'artiller dans tous les sens. Tu vois, tu peux construire tranquillement à l'ancienne, jeu à la course, screen, un petit mesh, une petite slant, des trucs simples, tu vois. Mais je pense que vous avez tous vu la stat, c'est en termes de passing yard, il a eu, avec les sacs qu'il a pris, c'est négatif. Ouais. Il a pris plus de sacs qu'il a envoyé de yards à la passe. Enfin, tu te dis, mais là, en fait, tu peux parler de quarterback, de receveur, des machins et tout. Justin Fields, c'est envoyer des ballons. Tu as un putain de Garrett Wilson dans ton équipe. C'est juste, pour moi, faute professionnelle. Et quand le coach dit non, mais c'est vrai, arrêtez de blâmer Justin Fields. Bah oui, connard, c'est toi qu'on doit blâmer. C'est toi qui fais ça. C'est pas Justin Fields. C'est pas inoffensif. Bref. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas l'air de vouloir le bencher pour le moment. C'est la bonne nouvelle pour nous. Le seul risque pour la fantasy, ouais, évidemment. Pas pour et pour les Panthers, moi je suis content. Moi qui bouge et touche à rien. Toi, ton flop, il est ailleurs et notamment dans un gros running back. Ouais, c'était Barclay, mais j'ai pas besoin de revenir dessus trop longtemps. Effectivement, c'est juste un flop. C'est pas une catastrophe non plus, mais comme tu l'as dit, il est RB12 pour le moment, alors qu'il a joué tous les matchs. C'est pas pour ça qu'on l'avait drafté. Et puis, il est pas à ce niveau-là. Donc justement, tu fais bien d'afficher ce commentaire parce que je l'ai lu aussi. Et du coup, j'allais parler de Kenneth Walker et de Charbonnet parce que cette situation à Seattle, je la comprends pas.
j'ai l'impression de ne pas être le seul. Charbonnet, il est nul dans toutes les stats d'efficacité possibles et imaginables depuis le début de la saison. 3 yards par carry, dans le bottom 5 en missed tackles, forced, en machin. Et Kenneth Walker, dans toutes ces stats d'efficacité, il est trop fort. Et pourtant, ils font un partage 50-50 des carries. Et pire que ça, dès que c'est dans les 20 yards et encore plus dans les 5 yards, c'est que Charbonnet, 100%. Et pareil dans le 2-minute drill. Donc, en gros, Charbonnet, il a toutes les bonnes opportunités dans ce committee, et alors qu'il est nul, et Walker, il a des opportunités de merde, mais il est bon. Et grâce à ça, il arrive à faire 11-12 points en PPR, une dizaine de points, je pense, en half PPR. Et on se dit, il faut qu'on le starte, tu vois, mais il n'arrive pas à avoir cet upside parce qu'on lui donne jamais la balle. Donc ça, je suis désolé, c'est pas une analyse super efficace et je sais pas quoi vous dire avec Walker, mais je trouve que c'est dans le style injuste de lui dire le flop c'est à cause de lui. C'est clairement pas à cause de lui, parce que le mec il joue super bien, mais on lui donne pas le ballon. Donc je sais pas si le coach l'aime pas ou ce qui se passe là-bas, mais tant qu'il y a Charbonnet qui prend tous les ballons qui comptent, Walker va vous décevoir. Ouais. Pour Julien Eiffel, c'est Cooper Rush. Ça fait il a 2 été fois benché. que je le starte dans un super flex. 2 fois négatif, je m'attendais à pas grand-chose. Il a réussi à me décevoir. Et pour le coup, si jamais il start Tyler Huntley à la place, de toute façon, ils sont en bye et à mon avis, Lamar revient, donc c'est irrelevant. Mais si Tyler Huntley startait plutôt que Rush, ça serait mieux parce que lui, au moins, il court en fantasy. C'est ouf. Hein. Bon, franchement, c'est même pas un point d'interrogation, les Ravens, parce que Cooper Rush, de mémoire, avec les Cowboys, il n'avait pas été nul l'année dernière. Non, il était correct. Et là, il arrive dans une équipe qui est, a normalement, qui a les armes sur le papier pour que tu vois, il a quand même un Derrick Henry pour te dire, ah bah vas-y, si à un moment toi tu veux courir ou tu peux faire des petites passes, c'est normalement un peu open. Tu as des bons receveurs. Tu as Hopkins qui peut t'attraper en third and down, ça reste des mains encore des plus sûres l'une des paires de mains les plus sûres de la NFL. T'as Zay Flowers, je crois qu'il avait, avant ce match-là, 0 fumble, il en a eu 2 dans le match. En fait, je me dis, mais bon, c'est même moi, en fait. Tout qui s'enchaîne négativement du côté des Ravens. Mais c'est ça. Moi, Rush, pareil, le premier match, je me suis dit non, je pense qu'il va me ramener double digit. Il va me ramener plus qu'un bon flex. Et donc, je l'avais starté. Et là, je me dis, mais plus jamais je le starte. Et là, je vois 1 ou -1 et tout. Je me dis, bah ouais, mais là, c'est un peu compliqué. Garde la main. Est-ce qu'on peut juste super vite parler de Jacoby Brissett avant de passer à la suite? 320 passing yards, 2 touchdowns contre les Colts. Il remplaçait évidemment Kyler Murray pour ceux qui n'ont pas suivi. Kyler Murray, dans sa carrière, il a eu 7 fois 320 yards et 2 touchdowns. Et il ne l'a pas fait depuis 2022. J'exagère. Et qu'est-ce que tu essaies de nous dire, Marc? Je suis en train d'essayer de vous dire que est-ce que Kyler Murray, est-ce qu'on peut commencer à vraiment se poser des questions sérieuses, parce que c'est un peu le mec, on a la première impression, parce que ses 3 premières saisons étaient ouf. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'il a des armes autour de lui, qu'il a très McBride, qu'il a Marvin Harrison, qu'il a machin. L'autre, Jacoby Brissett, on le balance là-dedans, il a même pas Marvin Harrison qui sort sur commotion, et il fait un super match. Donc ils perdent le match quand même, mais bon voilà, c'est juste pour dire, en tout cas Brissett, si jamais la blessure de Murray qui est un peu opaque, si elle se prolonge, c'est une option tout à fait honnête. Demander à la Packers ce que je pense de Kyler Murray depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Pardon, j'ai bugué. Aptin, Aptin, on a malheureusement Pukanakwa qui s'est blessé. Alors peut-être que c'est moins grave que ce que l'image nous a montré. Il est revenu, je crois, pendant le match. Oui, il est revenu. Il est revenu. En fait, c'est un choc. J'ai eu peur de la fracture au moment du choc tibia contre tibia, là, ou tibia contre pied. Finalement, non. Mais néanmoins, on ne sait pas trop pendant combien de temps. A priori, il devrait revenir week 9-10. Marc, c'est ce que... En fait, le truc qui est ouf avec toutes ces blessures, c'est qu'il y a les bye week. Ouais. Et donc, Puka, il a un match à Londres ce week-end auquel on va. Enfin, je vais avec Sean Alexander et Zinkou, entre autres. Il a un match à Londres et derrière, il a une bye. Alors, est-ce que vraiment les mecs, ils ont vraiment envie de faire jouer Puka à tout prix s'il est un peu blessé alors qu'ils ont la bye derrière? Pas sûr. C'est pour ça que j'ai mis week 9. Pareil pour Egbuka, qui a une bye week 9. Et un truc, enfin tu vois, tous les noms que vous allez voir là, Harrison, commotion, s'il rate la semaine prochaine, il est en bye week 8, donc il va rater 2 semaines, etc. Donc là, toutes ces blessures-là, elles sont plus longues que prévues à cause de la bye week. Qu'est-ce que tu conseilles du coup, Aptin, si on a Pukanakwa? Je pense pas qu'il va jouer, moi, le match de Londres. Je pense qu'il va histoire de travel, qu'il va profiter de sa bye week. Et j'avais noté qu'il avait aussi le match des Saints juste après.
Donc je pense que potentiellement, ils vont vraiment pas forcer sur un retour. Parce que là, potentiellement, tu as 4 semaines, enfin 3 semaines de full récup. Et les Rams gagnent, ils ont une bonne équipe. Donc si tu veux, je pense pas que ça va le chercher. Par contre, pour justement pallier à Puka Nacua, moi j'avais déjà conseillé la semaine dernière Kendrick Bourne, que je trouve plutôt bon dans son rôle de il reste qui à SF. Bah oui, c'est ce que je disais tout à Le seul l'heure. mec dans le bar, avec une bonne relation avec le QB. Voilà, parce qu'ils ne se retrouvent pas en galère. Mac Jones, il s'en fout de finir à 5 interceptions. Lui, il va envoyer, il va lâcher son Mais bras. grave. Et tu vois, là, il a fait, je crois, 140 yards à la réception, Kendrick Bourne. Et Il a je rien à m'attends. perdre, Mac Jones. Mais c'est toute l'équipe d'SF qui a pu rien à perdre. Ils perdent oui. un joueur clé à tous les. Et j'ai vu un truc, je sais pas Mais si t'as vous avez vu vu. le kicker qui se fait marcher dessus? C'est la blessure la plus Eddie San Francisco Pinheiro. de l'histoire. Le mec, il se fait marcher dessus par son propre collègue. Mais Non, si tu mais- veux, ça devient un peu risible ou en gros, je sais pas, moi j'ai vu plein de mèmes passer qui disaient en gros, on s'en fout. En fait, il sacrifie en fait, un joueur d'SF à tous les matchs pour que Christian McCaffrey ne se place se pas. place pas. Qui lui va faire toujours son 20 points un peu, enfin son 15 points de fantasy parce qu'il va être surutilisé, etc. Mais ça montre que là, en fait, je pense que là, vraiment, pour moi, tu vas arriver dans un truc où SF va beaucoup courir au score et que ça soit Mac Jones ou Purdy va devoir vraiment envoyer beaucoup de ballons. Et pour moi, Kendrick Bourne va aujourd'hui est pas mal dispo sur les waivers. Et a montré en 2 matchs je sais pas, il a pris peut-être 250 yards en 2 matchs, donc ça reste que 2 matchs, mais là tu te dis la trade est quand même plutôt sympa pour SF, en tout cas pour le prendre. Et les matchs qu'il a, est-ce que je les ai notés? Ouais, les matchs c'est Atlanta-Houston. C'est quoi Et New York. Night? Ouais, New York, vous voulez dire New York Giants, les Rams derrière. Donc ça reste 4 matchs prenables où je pense que la balle va pas mal être envoyée. Pardon. Marc, il y en a un autre qui s'est blessé malheureusement, qui était en très 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 grande forme avec Super Baker, c'est Egbuka. Tu conseilles quoi pour les propriétaires d'Egbuka? Bah, j'ai découvert qu'il y avait 2 joueurs qui s'appelaient Johnson, qui jouaient receveur aux Bucks, pas que un. Mais au-delà de ça, il y a potentiellement Mike Evans qui peut revenir, peut-être pas tout de suite cette semaine, mais peut-être la prochaine. Mais encore une fois, ils ont la bye week 9, donc à voir. Ils ont en tout cas super bien démarré la saison. Pour moi, Baker Mayfield, potentiel frontrunner au MVP actuellement, parce que franchement, le mec, il fait une saison de ouf. Et Avec Charbonnet, ouais. donc ouais, si vous perdez Egbuka, un peu comme Nacua, en fait, dans l'équipe, c'est chaud de trouver le remplaçant direct. Bon, il y a Tess Johnson, et, techniquement. Godwin, à mon avis, elle va rater encore 2-3 matchs. Ouais. L'autre, là, Macmillan, pas celui de France, mais celui des Bucks. Jalen Macmillan, Oui, Jalen Macmillan, toujours pas ouais. prêt. Donc c'est fin, quoi. Faut suivre un peu Evans. Il y a le tight end Cade Otton qui peut se rendre utile quand on l'appelle. On l'a vu l'année dernière. Mais je pense qu'il faut commencer à regarder un peu ailleurs. Effectivement, tu as parlé de Kendrick Bourne, s'il est encore là, c'est clairement une option. Ridley s'est blessé aussi, donc Eli Ayomanor avec breaking news d'il y a 2 heures, coach viré à Tennessee, donc ça peut toujours mettre un électrochoc ou changer un petit peu le play calling. Ils étaient vraiment nuls. Hein. Ouais, offensivement, Terrible. c'était terrible. Même Jalen... moi, je suis déçu. Putain, mais bon, bref. Ouais. Mais bon, en fait, le truc, c'est que je me rends compte que c'est aussi pour ça qu'on vous dit à la draft, quand on parle parfois de ces 0 RB, Hero RB, etc., de prioriser les receveurs à la draft. C'est un peu aussi pour ça, parce que là, tu arrives à un point où on a plusieurs exemples de running backs qui sont blessés, et même si on ne savait pas à 100% qui serait le mec qui le remplace, on savait qu'il y aurait quelqu'un. Donc on mettait de la thune sur Vidal et sur Haskins, on avait 50% de chance d'avoir le bon. On mettait de la thune sur Dowdle, on avait 100% de chance d'avoir le bon. Rashad White, 100% de chance d'avoir le bon, etc. Donc si tu veux, tu avais des blessés, et si tu étais suffisamment réactif ou que tu t'avais anticipé un petit peu, tu avais des opportunités en running back. Alors qu'en receveur, franchement, si t'as pas drafté 4-5 mecs, justement en te disant bah ouais, c'est con, c'est bon, j'ai déjà mes 3 receveurs, je suis tranquille. Bah non, maintenant t'as tes 3 receveurs, t'en as 2 qui sont blessés, tu fais jouer qui? Tu vas chercher Jordan Whittington pour espérer 7 points PPR, ou Zay Jones pour un match, ou Jalen Coker qui va sortir de l'IR, tu vois. C'est hyper tendu Zay d'arriver à Jones, trouver.
J'allais en parler quand même dans la possibilité, si tu avec Buka, d'aller chercher Zay Jones, mais il totalement, faut ouais. surveiller la commotion de Marvin Harrison. Exact. Ouais, Mais ouais, c'est un totalement match, tu d'accord. vois. Il va te C'est un sauver un match. match. Ensuite, ils sont en bas, t'es en galère de nouveau. Enfin, tu vois. T'as pas des mecs qui step dans le rôle et qui direct performent parce que il leur faut, pour être receveur, il faut se débarquer, il faut du talent. Et je dis pas que les Mais c'est running là backs que c'est n'en ont marrant pas. parce que là, tu vas mettre des 2-3 $ sur des joueurs que tu vas utiliser Ouais. littéralement une week, un match-up, tu le gagnes, tu le tèges et Bah tu dois regarde, prendre Alec Pierce pour le week d'après. regarde Et c'est- quand Hill s'est blessé, on a mis de la thune sur Malik Washington, ça n'a rien donné. Quand il y a eu qui d'autre? CeeDee Lamb. Alors CeeDee Lamb, évidemment, il y a eu Pickens, mais on a mis de la thune sur Tolbert. Bah, en fait, finalement, c'était Flournoy. Et puis cette semaine, ça n'a pas été le cas. Enfin, tu vois, c'est très difficile d'aller chercher un mec qui était WR 4-5 en espérant que tout d'un coup, il est projeté dans un rôle où le mec va performer toutes les semaines. Alors que running back, je ne veux pas dire tu mets n'importe qui, mais regarde Bam Knight. Ils disent on va filer la semaine dernière, Michael Carter a bien joué. Cette semaine, on va donner un peu plus de snaps à Bam Knight. Et bim, le mec, il met son touchdown, il marque 14 points PPR. Ouais. Donc, tu vois, c'est. Voilà, pour moi, la raison pour laquelle un enseignement, cette année, c'est vrai que les receveurs, il y en a beaucoup qui se blessent. Mais un enseignement, c'est vraiment de sortir de ma draft avec 5, 6, si possible, receveurs en qui j'ai vraiment confiance. Parce que je sais que j'aurai plus d'opportunités pour sauver ma situation en RB2, même si je ne suis pas à l'aise les 3 premières semaines, que avant week 4 ou 5, j'aurai des opportunités en running que je n'aurai pas en receveur si j'ai plus de receveurs, quoi. Très bien, très clair. On a fait le tour des grandes news, hein. Pas énormément de choses nouvelles, de grandes nouveautés pour cette semaine. Je crois qu'on a chaque semaine, le nombre diminue, c'est logique. Un nouveau double-header pour ce Monday Night Football. Rapidement, Aptine, qu'est-ce que tu attends pour cette nuit? Alors, j'attends parce qu'après, je suis parti, j'ai mis une date dans notre chat parce que j'ai un peu fait mes devoirs. J'ai besoin d'un remake de Philadelphie-Détroit de 2013. C'était le fameux match sous la neige où LaShawn McCoy a marqué 217 yards et qui a marqué 2 TD. Parce que je suis en galère totale dans ma ligue principale où j'ai Josh Allen en face de moi et moi j'ai Cook. Et du coup, il faut que Cook fasse une LaShawn McCoy et qu'un mec, il fasse que Josh Allen fasse une bulle. Et oui, j'y crois. Je ne sais pas regarder la météo, Ouais. mais voilà. J'ai besoin de ça. Make it happen, Franck. Là, c'est J'ai besoin que Josh Allen Atlanta, joue pas donc bien c'est non plus. indoor. C'est indoor, il n'y aura pas de neige. C'est énorme. Bah merde. Bah, il se démerde. Qu'il fasse comme les Saoudiens, t'as de la neige, tu mets ça. C'est parti. Une petite béquille. Et puis voilà. Toi, Marc, qu'est-ce que tu attends pour cette nuit? Moi, à titre personnel, j'ai besoin des Commanders, j'ai besoin de Deebo Samuel et de Kroski Merritt, que j'ai dans pas mal de ligues, dont certaines où j'ai vraiment besoin qu'ils marquent. Pas forcément, j'ai pas besoin de 40 points comme Aptine. J'ai juste besoin qu'ils fassent leur proj. S'ils font leur proj, tout va bien. Et sinon, en termes général, moi, j'aime bien les équipes avec des joueurs qui... Enfin, des équipes qui commencent à sortir un petit peu. J'ai toujours envie de voir comment elles se développent. Donc, Atlanta et Chicago, c'est deux de ces équipes-là pour moi cette année. J'ai envie de voir des progrès un peu constants, de continuer à avoir une offense qui montre des signes d'amélioration. Donc, pour les joueurs comme Drake London, Kyle Pitts, Rome Odunze et pourquoi pas Burden et DJ Moore. Qu'est-ce que t'es romantique. C'est marrant cette photo du receveur des Bears qui est juste blasé de faire son catch devant la photo. Eh bien, tu vois, moi je vais dans ton sens, Aptine. Je souhaiterais que Josh Allen et Khalil Shakir, à eux deux, fassent moins de 22 points. C'est un peu plus compliqué, hein. Ça va être chaud là, par contre. Mais j'ai une ligue. C'est pas contre moi, au moins. Parce que j'ai une ligue où j'ai Josh Allen et Shakir. Mais je crois pas que c'est contre toi. C'est en standard 5. Okay. En standard 5, c'est contre Tiboud. Et bon, bah, je gagne, Dieu merci, je gagne 80% de mes ligues, mais celle-là, j'ai besoin d'un petit coup de pouce du destin. Donc, bon, on va voir. Mais en tout cas, c'est des matchs qui sont quand même hyper intéressants. Moi, j'ai hâte de revoir demain matin. Ouais. Et puis en espérant une grande défaite des Falcons, parce que ça fait toujours plaisir. Messieurs, j'ai passé comme d'habitude un excellent moment avec vous, et puis je vous souhaite une super soirée. N'oubliez pas, Fantasy Ballers F sur Twitter, Fantasy Ballers FR partout. À
gauche à droite d'Aptine pour vous. Vous avez un petit QR code si vous voulez soutenir le podcast, ça nous aide toujours. Et puis oui, Aptine, un petit mot pour la fin. Non, j'allais dire, parce que tu étais parti pour donner les adresses, j'allais dire The Podcast. Le podcast, évidemment. Le Poundcast. Et attention, et puis franchement, petit teaser, il y a une miniature sur YouTube qui a été cook, comme tu disais, aux petits oignons. Faites gaffe pour jeudi, regardez la miniature. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao. Peace. Ciao.